Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document qui a vraiment posé les bases de notre compréhension de l'hérédité. C'est un mémoire de Francis Galton de 1886. Le titre est un peu particulier. Regression towards mediocrity in hereditary stature. Notre mission, ça va être de décortiquer cette loi qui est à la fois simple et incroyablement profonde sur la transmission de la taille. Et la source est unique. C'est ce texte de Galton, un mélange assez fou d'expériences botaniques, de données familiales et de maths pures. Exactement. Alors la question d'accroche, c'est un peu ça. Comment des expériences sur des pois chiches ont-elles pu révéler un principe fondamental sur l'hérédité humaine? C'est toute la beauté de la démarche. Mais avant même les pois chiches, il faut qu'on s'arrête sur un mot du titre. Médiocrité. Oui, aujourd'hui, ça sonne très péjoratif. On pense à quelque chose de mauvaise qualité. Vient de médiane, la moyenne. Ce qu'il étudie, c'est un retour systématique vers la moyenne de la population, pas vers la nullité. D'accord, un retour au centre. C'est ça. Et son grand projet, c'était de prouver cette loi. Il a commencé par quelque chose de simple, bien avant de s'attaquer à ce qui l'intéressait vraiment, les humains. Il commence donc avec les plantes. Concrètement, comment il a fait? Alors, il mène une expérience très simple avec des graines de pois de senteur, les fameuses sweet peas. Il prend des graines de différentes tailles qu'il appelle les parents, il les plante et il mesure ensuite la taille moyenne des graines de la génération suivante. Les enfants. Et là, il observe quelque chose. Il observe un phénomène incroyablement constant. Lequel? Que les gros parents font de gros enfants et inversement. Pas tout à fait. C'est plus subtil que ça. Il voit que les graines qui viennent de parents très gros sont en moyenne grosses, mais un peu moins grosses que leurs parents. Ah! Et à l'inverse, les graines de parents très petits sont en moyenne petites, mais un peu moins petites qu'eux. Il y a une sorte d'atténuation. Exactement. La descendance n'est pas une copie conforme. Elle est systématiquement tirée vers le centre, vers cette fameuse médiocrité statistique. D'accord, cette tendance à revenir vers le milieu. Est-ce qu'il a pu la mesurer, mettre un chiffre dessus? Oui, et c'est là le cœur de sa découverte. Il ne se contente pas de l'observation, il la quantifie. Il calcule que pour chaque unité d'écart du parent par rapport à la moyenne générale, la descendance ne s'écarte en moyenne que d'un tiers de cette distance. Un tiers. Une fraction constante. C'est incroyablement précis. Il a donc une loi mathématique entre les mains, juste à partir de graines. Ça a dû être un vrai moment eureka pour lui. Ah, complètement. Il sent qu'il tient quelque chose d'universel. Mais, et c'est ce qui le rend si crédible, il reste très prudent. Il écrit lui-même qu'il n'est pas satisfait à 100%, qu'il craint des objections basées uniquement sur ses expériences botaniques. Donc les graines, c'était une première étape. Un tremplin. Son véritable objectif, c'était l'homme. Il a donc mis ce résultat de côté et a attendu d'avoir des données humaines vraiment solides pour continuer. Et il passe à l'humain. Là, j'imagine que ça se complique. Rien que le fait d'avoir deux parents, un père et une mère, avec des tailles différentes, ça doit être un sacré casse-tête. C'est là qu'il a eu deux idées absolument brillantes pour simplifier le problème. La première, c'est pour neutraliser la différence de taille entre les sexes. Il a décidé de transmuter, c'est son mot, la taille de chaque femme en son équivalent masculin. Comment ça, transmuter? Il a simplement multiplié leur taille par 1,08, ce qui revient en gros à leur ajouter 8%. Malin. Ça lui permet de comparer des choses comparables. Et sa deuxième idée? C'est le concept clé. Il invente la taille mi-parentale. Une fois la taille de la mère transmutée, il fait simplement la moyenne avec celle du père. Et voilà. Et voilà. D'un coup, il n'a plus deux variables parentales, mais une seule, ce mi-parent, qui représente le potentiel héréditaire du couple. C'est très astucieux. Il peut donc comparer cette mesure unique des parents à la taille des enfants. Sur combien de personnes il a fait ça? Il a rassemblé un jeu de données colossal pour l'époque, les tailles de 930 enfants, adultes et de leurs 205 couples de parents. Ah oui, quand même. Et il a aussi vérifié un point crucial. Il voulait être sûr que la taille n'influait pas sur le choix du partenaire. Si les grands se mariaient systématiquement entre eux, ça aurait tout faussé. Et alors, c'était le cas? Il a découvert que non. Statistiquement, les mariages entre personnes de taille très différentes étaient aussi fréquents que ceux entre personnes de taille similaire. Donc, il pouvait considérer que les couples se formaient au hasard par rapport à la taille. Exactement, ce qui simplifiait énormément son modèle. Le terrain est donc prêt. Il a sa méthode, ses données. Qu'est-ce qu'il trouve? Est-ce que la loi des poids se confirme? Elle se confirme de manière éclatante, Hmm. mais avec une différence de taille, si j'ose dire. C'est-à-dire?
La loi de la régression s'applique parfaitement, mais le coefficient n'est pas le même. Il découvre que l'écart moyen de la caille des enfants par rapport à la moyenne est égal aux 2/3 de l'écart de leurs mi-parents. Attendez, 2/3? Pour les pois chiches, c'était 1/3. Pourquoi cette différence? C'est une excellente question. Le principe de la régression est le même, mais son intensité, elle, change. Ce coefficient de 2/3, il nous dit que la taille humaine est un trait plus fortement héréditaire que la taille de ces graines de pois. Ah, l'influence directe des parents est plus forte. Plus forte, plus pesante, exactement. Mais elle est toujours taxée par ce retour à la moyenne. Les enfants de parents très grands sont en moyenne très grands, mais un peu moins que leurs parents. La régression est plus faible, mais elle est là, implacable. D'accord. On a donc le quoi, ce chiffre de 2/3, mais ça ne nous dit pas le pourquoi. D'où vient cette force qui tire tout vers le centre? Galton avait une théorie là-dessus. Il avait une théorie complète, et elle est d'une logique assez implacable. Pour lui, la réponse n'est pas seulement chez les parents. Il postule qu'on n'hérite pas que de son père et de sa mère. On hérite en partie d'eux, bien sûr. Mais aussi des grands-parents, etc. Exactement. On hérite de ses 4 grands-parents, de ses 8 arrière-grands-parents. Bref, on hérite de toute sa lignée. Et plus on remonte, plus les ancêtres sont nombreux, et donc plus ils représentent la moyenne de la population. Précisément. Si on remonte assez loin, la masse de nos ancêtres, c'est un échantillon de la population générale. Leur taille moyenne est donc la moyenne, leur écart à la moyenne est de 0. Galton utilise une analogie magnifique. Il dit qu'un enfant hérite du vin de ses parents, leur trait particulier, comme une grande taille, mais qu'à ce vin, on ajoute l'eau, de la multitude d'ancêtres lointains. Et l'eau dilue le vin. Cette eau, qui représente la moyenne, dilue le vin. Le trait exceptionnel des parents est toujours là, mais il est atténué par l'influence de cette moyenne ancestrale. C'est une image très parlante. Et il a poussé le calcul jusqu'à estimer la contribution de chaque génération. Oui, il s'est penché dessus. Il calcule que la contribution totale de la lignée, c'est 1. Et dans ce total, le mi-parent ne compte que pour un quart. Les 4 grands-parents pour un 16e au total. L'influence s'estompe très vite. Géométriquement, oui. Mais là où ça devient vraiment, vraiment subtil, c'est quand on regarde le phénomène dans l'autre sens. Comment ça, dans l'autre sens? On a vu que la régression du parent vers l'enfant est de 2/3. On pourrait penser que, si on part d'un enfant très grand, la taille la plus probable de ses parents, ce sera l'inverse, 3,5, qu'il devrait être encore plus exceptionnel que lui. Ça semblerait logique, oui. Et pourtant, c'est complètement faux. C'est même le contraire. Galton montre, en lisant ces tableaux de données à l'envers, que la régression de l'enfant vers le parent n'est que d'1/3. 1/3? Mais c'est un paradoxe, comment c'est possible? C'est une question de probabilité. L'explication de Galton est lumineuse. Il y a immensément, mais vraiment immensément plus de gens de taille moyenne que de gens aux extrêmes. Ah oui, la fameuse courbe en cloche. Exactement. Du coup, il est statistiquement beaucoup plus probable qu'un individu de 2 mètres soit le fils exceptionnel de parents assez moyens, disons 1,85 m, plutôt que le fils moyen de parents encore plus exceptionnels à 2,10 m. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de parents moyens dans la population. Le réservoir de parents moyens est gigantesque. Celui des parents très exceptionnels est minuscule. C'est la loi du grand nombre qui l'emporte. C'est fascinant. C'est un édifice théorique assez impressionnant. Mais à l'époque, comment il pouvait être sûr que ce n'était pas juste une coïncidence dans ces données, un artefact statistique? C'est là qu'intervient une anecdote qui en dit long sur le personnage. Après avoir fait tous ces calculs, il représente ces données sur un graphique. D'accord. La taille du mi-parent sur un axe, la taille moyenne des enfants sur l'autre. Et il se rend compte que les points de même fréquence forment des ellipses, toutes concentriques et alignées. Une belle structure géométrique. Une observation visuelle, donc. Oui, mais ça lui a mis la puce à l'oreille. Alors il a fait quelque chose de très moderne. Il a formulé son problème en termes purement mathématiques, sans parler de taille ni d'hérédité, juste des points avec des propriétés statistiques. Et il a envoyé ce problème abstrait à un collègue mathématicien de Cambridge, J. Hamilton Dixon. Et la réponse? La réponse du mathématicien, c'est un choc pour Galton. Il écrit une phrase incroyable à ce sujet. « Je n'ai jamais ressenti une telle lueur de loyauté et de respect envers la magnifique puissance de l'analyse mathématique que lorsque sa réponse m'est parvenue. » Pourquoi un tel choc? La pente des ellipses correspondait pile au ratio de régression de 2/3. L'inclinaison, le rapport entre les axes, tout y était, avec même une précision supérieure à celle de ces données brutes. C'était la preuve ultime que ces observations n'étaient pas un hasard. C'était la preuve qu'elles étaient la conséquence directe des lois mathématiques de la distribution normale. D'accord, c'est une confirmation éclatante. Mais
Ça crée un nouveau paradoxe, non? Si tout le monde, à chaque génération, régresse vers la moyenne, on devrait tous finir par faire la même taille. Comment se fait-il que la diversité se maintienne? C'est l'ultime question à laquelle il répond. Et c'est peut-être la partie la plus élégante de son mémoire. Il décrit un système en équilibre stable, maintenu par deux forces opposées. Deux forces qui se neutralisent, lesquelles? La première, on la connaît bien maintenant, c'est la régression. Il l'appelle la force concentrative. C'est elle qui tire les extrêmes vers le centre. Et la deuxième? Elle est contrebalancée par une deuxième force, qu'il nomme la force dispersive. C'est tout simplement la variabilité qui existe au sein d'une même fratrie. C'est-à-dire que les frères et sœurs n'ont pas tous la même taille. Précisément, même si les enfants d'un couple ont une nouvelle taille moyenne attendue, après la régression, ils ne sont pas tous des clones. Ils se dispersent naturellement autour de cette nouvelle moyenne. Certains plus grands, d'autres plus petits. Voilà. Et cette dispersion constante, dans chaque famille, à chaque génération, vient réinjecter de la diversité dans le système. Et elle annule exactement la force de concentration de la régression. Comme un poids et un ressort. C'est l'analogie qu'il utilise, oui. La régression est le ressort qui ramène toujours le système à l'équilibre. Et la variabilité intrafamiliale, c'est la force qui tire constamment sur ce ressort. Et les deux s'équilibrent. Elle s'équilibre parfaitement et la distribution globale des tailles dans la population reste stable de génération en génération. Donc si on récapitule, le cheminement de pensée est spectaculaire. Une simple observation sur des graines lui donne une intuition mathématique. Oui, Il la vérifie sur l'homme avec une rigueur statistique folle pour l'époque. Puis il développe une théorie de l'héritage ancestral pour expliquer le pourquoi. c'est ça. Et enfin, il montre comment cette loi est l'un des deux moteurs qui maintiennent la stabilité de toute une population. C'est un édifice intellectuel complet, quoi. Tout à fait. Et il en tire même une conclusion quasi philosophique. Il écrit que cette loi est impartiale. Elle prélève la même lourde taxe de succession sur la transmission du mauvais comme du bon. C'est une idée très forte. Oui, d'un côté, ça tempère les espoirs des parents exceptionnellement doués, mais de l'autre, ça rassure ceux qui craignent de transmettre intégralement leurs faiblesses. C'est une force modératrice, universelle. Une loi d'équilibre, au fond. Et pour finir, comme toujours, une dernière pensée pour continuer la réflexion. Galton termine son article sur une note très ouverte. Après avoir décrit ce mécanisme si puissant qui ancre une population à sa moyenne, il écrit que, et je cite de mémoire, les limites au-delà desquelles il n'y a plus de régression, mais où un nouveau type pourrait émerger, restent encore à explorer. Et ça nous amène à la question finale. Si la régression ancre si fortement une population autour de sa moyenne, quelles forces extraordinaires sont alors nécessaires pour qu'une véritable évolution, la création d'un nouveau type, comme le dit Galton, puisse se produire ?